Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry Doxois, vice-président recherche de l'ENS de Lyon. Bienvenue à la troisième conférence du cycle de séminaire Les 20 ans de LSH à l'ENS de Lyon, illustration et perspective. Donc après la première conférence sur la philosophie à l'ENS de Lyon par Pierre-François Moreau, puis celle de Yasmine Bouaga sur les populations empêchées des prisons aux réfugiés, nous abordons aujourd'hui un nouveau sujet, la question du genre, grâce à Christine Détrez, qui est professeure à l'ENS de Lyon, qui est arrivée à l'ENS il y a 20 ans, donc c'est aussi son anniversaire. Elle est directrice du centre Max Weber, et ses recherches s'inscrivent en sociologie du genre et sociologie de la culture. Elle a écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier qu'elle m'a dédicacé, Nos mères, une histoire de l'émancipation féminine, qui connaît un très joli succès. Elle est passée à France Culture, France Inter même. Aujourd'hui, sa conférence est intitulée « Des femmes au genre, les étapes d'une prise de conscience ». Et ça va lui permettre de revenir sur l'histoire et les apports de l'étude du genre dans l'université et la recherche en général, je crois, et à l'ENS de Lyon en particulier. Christine va s'appuyer, je crois, sur l'évolution, sur les travaux de chercheurs de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud, puis de l'ENS de Lyon, et va probablement tracer un certain nombre de perspectives, et dans un cadre fortement interdisciplinaire comme elle l'aime, je crois. Donc je vous rappelle qu'à l'issue de la présentation de Christine, vous pourrez dialoguer sur le chat, qui est accessible sur la page web, et vous pourrez commencer à poser vos questions au fur et à mesure de la conférence. Merci Christine, et bonne conférence à tous et à tous. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais mettre mon chronomètre. Merci aussi pour voilà, cette invitation à participer au séminaire des 20 ans. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler de genre. Donc, on peut déjà souligner, bien évidemment, que le terme de genre, dans son acception sociologique, souffrait d'une certaine discrétion ces dernières décennies dans l'espace public comme scientifique, et au contraire, ces 10 dernières années, il a connu une peu commune publicité médiatique et politique, avec des polémiques très très violentes qui ne sont pas d'ailleurs, et je voudrais commencer par cette citation-là, qui ne sont pas sans rappeler les propos de Christine Delphy, qui est d'ailleurs chercheur rattachée à Triangle, propos qu'elle avait pourtant écrits il y a plus de 15 ans. Alors, je vais vous lire sa citation qui va apparaître à l'écran parce qu'elle est assez longue. Donc, c'est écrit en 2001. Donc, effectivement, j'ai dit plus de 15 ans, c'est même 20 ans. Dans l'ennemi principal, Penser le genre, elle écrit « Les défenses sans cesse renouvelées de la différence sexuelle, qu'elle met entre guillemets, ne font que confirmer l'importance du genre dans nos sociétés. Une importance sociale telle qu'elle est apparemment le fondement de notre appréhension du monde. On est obligé de faire cette hypothèse quand on observe les réactions à toute mise en cause du centre du dogme, à savoir que la différence des sexes est donnée telle qu'elle, en deux, par la nature, et que la nature lui a aussi donné son importance, qu'on ne peut défier qu'à nos risques et périls. La moindre contestation du dogme suscite l'accablement des interlocuteurs. Mais alors, disent-ils, disent-elles, si ce que vous dites est vrai, il n'y a plus ni de haut ni de bas, ni de soleil ni de lune, ni de jour ni de nuit, ni d'oiseaux ni de fleurs, ni bien entendu d'amour. L'humanité elle-même est en péril. On dirait que le chaos les menace et ils, elles, vous menacent du chaos. Tout se passe comme si la différence des sexes était ce qui donne sens au monde, et certains, certaines en viennent à le dire explicitement. Donc effectivement, voilà, si je commence avec cette citation-là, c'est parce que je trouve qu'elle est vraiment emblématique de tout ce qu'on a pu entendre justement ces 10 dernières années. Et je voudrais revenir en quelques mots sur l'entrée sur la scène médiatico-politique de ce concept de genre. Donc tout commence avec la mention de son introduction dans les manuels de SVT, donc Sciences de la vie et de la Terre, manuel de première en 2011. Donc il y a tout juste 10 ans, dans un chapitre qui était intitulé « Devenir homme et femme ». Polémique qui, après quelques mois d'apaisement, va soudain refaire rage au détour des débats et du vote de la loi relative au mariage pour tous. La théorie du genre, entre guillemets, comme on a beaucoup entendu ce terme employé,
devient alors un épouvantail autour duquel vont se multiplier les tribunes et les déclarations. Le plus souvent, on va le voir, dans la plus grande confusion conceptuelle. Je vais juste citer deux de ces confusions, mais qui me semblent extrêmement importantes en introduction de mon propos à régler. Donc, première confusion, c'est le glissement qui a pu y avoir et qui a été répété, republié dans des tribunes, etc. Glissement entre, d'une part, l'identité sexuée, deuxièmement, la sexualité, et troisièmement, l'orientation sexuelle. Et donc, il faut bien le rappeler en prémisse, la sexualité n'est qu'une des thématiques des études de genre, au même titre que le travail, la famille, la culture, les émotions, etc., etc. La deuxième confusion, tout aussi grave et tout aussi importante, repose sur les préjugés qui concernent le programme des études de genre. Avec l'idée, là aussi, qui était, qu'on entendait à la radio, à la télé, dans les articles, etc., l'idée que les études de genre s'opposeraient à la nature, se poseraient en opposition, en fait, à la nature, et que le but ou la conséquence serait de nier les différences biologiques entre les individus. En 2013, par exemple, Vincent Peillon, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, déclare ainsi, donc je le cite, « Si l'idée c'est qu'il n'y a pas de différence physiologique, biologique entre les uns et les autres, je trouve ça absurde. » Alors, je tiens à rassurer chacun et chacune, si besoin est, nous aussi. Donc, notamment dans une tribune publiée dans Libération, les autrices et les auteurs du manuel « Introduction aux études de genre » mettent en exergue les points d'achoppement de telles déclarations et la méconnaissance terrible, en fait, des enjeux en question. Donc là aussi, je vous ai mis la citation parce qu'elle est assez longue et qu'elle est vraiment importante à lire de façon posée et en prenant tous les arguments qui sont amenés en défense de ce que sont vraiment les études de genre, donc le champ scientifique des études de genre. Le ministre de l'Éducation montre également sa profonde méconnaissance des recherches sur le genre en définissant celles-ci par un objectif qu'elles ne se sont jamais fixé. N'en déplaise à leurs contempteurs, les études sur le genre ne cherchent pas à montrer qu'il n'existe pas de différence physiologique entre les personnes. Leur prêter un tel dessein est aussi absurde que de penser que les études sur le racisme auraient pour objectif de démontrer que la couleur de peau n'existe pas. Ce que les études sur le genre ont montré, en revanche, comme les études sur les rapports sociaux de race, c'est que les multiples différences physiologiques entre les personnes sont toujours perçues à travers un filtre social qui interprète, classe, dichotomise, hiérarchise et transforme. Parmi l'ensemble des éléments qui différencient physiologiquement les individus, certains sont considérés comme ayant une science particulière, acquièrent un statut fondateur, déterminant l'ordre social et légitimant les hiérarchies. La couleur de peau, la texture des cheveux, le fait d'avoir des seins, un vagin ou un pénis deviennent alors des fondements naturels, ils écrivent entre guillemets, donc immuables de l'ordre social. Donc ça, vous voyez, c'était une tribune qui avait été publiée par les auteurs et autrices de ce manuel aux études de genre et qui avait été publiée dans Libération en 2013. Donc là, il me semble primordial de le rappeler à la suite de cette remise au clair qui avait été faite déjà en 2013. La question des études de genre n'est absolument pas de nier les différences, mais au contraire, c'est de se demander pourquoi et comment la différence des sexes dans sa binarité et la différence qui organise la société et comment elle a été créée. Alors effectivement, on peut se dire que la tâche est extrêmement complexe. D'abord parce que cette dimension de la vie sociale apparaît extrêmement naturelle, ancrée dans les inconscients, qu'elle semble aller de soi au point de ne souvent pas être perçue ou aperçue comme telle. Par exemple, voilà, il est extrêmement compliqué quand on est un homme ou une femme de dire ce que c'est qu'être un homme ou une femme. C'est tellement ancré, on a été tellement socialisé à tout ça que ça fait partie en fait de ce qu'on pourrait dire l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence.
L'autre difficulté auquel on est souvent confronté quand on travaille dans le champ des études de genre, c'est que parfois on va nous objecter que les études semblent s'attacher à des petits objets. Alors c'est par exemple des études comme celles que j'ai pu mener sur la littérature jeunesse, ou bien des études sur les jouets, sur les couleurs, sur ce qui apparaît comme peut-être des choses qui paraissent anecdotiques, comme je le disais, des petits objets. Alors qu'on va le voir, c'est exactement le même système de hiérarchisation qui va permettre de comprendre ces petits objets, un petit livre pour enfants, un jouet, le choix de tel ou tel jouet. Donc, il va permettre d'expliquer ces petits objets et de grandes questions comme le pouvoir avec un grand P, le plafond de verre, les discriminations, les violences, etc., etc. Autre difficulté, et ça, on a été vraiment confronté à cette difficulté quand il s'agit de répondre aux attaques lancées contre les études de genre. Alors, c'était il y a 10 ans, ça revient de façon récurrente, hein, c'est que la définition du concept n'est absolument pas figée. Comme tous les concepts scientifiques, et j'insiste vraiment sur cet adjectif-là, cette définition évolue, elle s'amende, elle se complexifie. Et c'est bien ce que souligne l'historienne John Scott en première ligne de son article « Genre, une catégorie utile d'analyse historique » qui est paru en 88 à partir d'un texte fait en 86. Elle écrit « Ceux qui se proposent de codifier le sens des mots luttent pour une cause perdue, car les mots, comme les idées et les choses, sont faits pour signifier et ils ont une histoire. » Donc il me semble important dans un premier temps de mon exposé de retracer, alors certes sommairement et je m'en excuse par avance, les grandes étapes de l'élaboration de la notion de genre. Donc d'une part pour éviter ces confusions que je viens de citer de façon assez rapide, et puis d'autre part parce que l'histoire du concept, l'histoire de la notion, l'histoire de cette science autour que constituent les études de genre, c'est aussi l'histoire des gens qui y travaillent, qui collaborent à son élaboration. Et on va retrouver dans un second temps de mon exposé à la fois des figures de chercheuses importantes pour ma génération, mais aussi aujourd'hui à l'ENS de Lyon, ce qui fait le dynamisme et l'importance sans cesse renouvelée de ces études. Donc je vais commencer par la définition, dont on va voir que c'est une définition en plusieurs étapes, puisque, comme je viens de le dire, hein, c'est aussi le processus historique de son élaboration. Donc en gros, les histoires du genre qu'on peut trouver dans les divers manuels, livres consacrés à cette notion, se rejoignent aujourd'hui pour distinguer 3 étapes dans l'histoire du genre, le dernier temps étant lui-même scindé en 2 temps. Alors le premier moment, c'est ce qu'on appelle communément le moment anthropologique. Et donc effectivement, hein, comme pour de très nombreux autres objets des sciences sociales, alors je pourrais penser au sujet du corps ou à la santé, etc. La première remise en cause de cette évidence dont je parlais, hein, cette évidence du naturel ou naturel de l'évidence, la première remise en cause provient souvent de l'anthropologie. Et c'est, voilà, pour qui connaît un peu le travail des anthropologues, c'est tout à fait logique puisque c'est par le décentrement, par la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, ou on pourrait dire avec, par exemple, aussi le travail des historiens et historiennes, ce qui se passe dans un autre temps, donc voilà, ailleurs dans l'espace ou ailleurs dans le temps, c'est ce décentrement qui permet justement de dénaturaliser des évidences auxquelles nous, on est socialisés depuis la plus tendre enfance. Et donc, c'est par ce travail-là que vont se dénaturaliser les évidences et que va se particulariser ce qui semblait être universel. Alors bien évidemment, l'anthropologue qui est toujours cité pour ce moment historique dans les études de genre, c'est Margaret Mead, qui étudie diverses sociétés d'Océanie et qui va montrer que les attributions de caractère selon le sexe varient selon les endroits. Ainsi, donc plutôt que de parler de caractère, de tempérament, de nature, féminine ou masculine, doit-on parler, selon elle, de rôles sexuels qui ne sont pas induits par le sexe biologique, mais qui sont élaborés par les sociétés. Et là, donc, je cite un passage qu'elle écrit. Elle écrit « Il nous est maintenant permis d'affirmer que les traits de caractère que nous qualifions de masculins ou de féminins pour un grand nombre d'entre eux, sinon en totalité, sont déterminés par le sexe d'une façon aussi superficielle que le sont les vêtements, les manières
ou la coiffure qu'une époque assigne à l'un ou l'autre sexe. Quand nous opposons le comportement typique de l'homme ou de la femme Arapesh à celui non moins typique de l'homme ou de la femme Mudungumor, l'un et l'autre apparaissent de toute évidence être le résultat d'un conditionnement social. Et donc on le voit ici pour Margaret Mead, pour l'anthropologie, on est sur une remise en cause du caractère apparemment naturel des caractères, des tempéraments, mais on ne travaille pas encore sur la répartition des rôles des uns et des autres. Le deuxième moment reconnu dans ces études autour du concept de genre est appelé le moment psychiatrique. Alors il s'agit notamment à la fin des années 50, années 60, de la mobilisation de ce terme, le terme genre, alors dans l'espace anglo-saxon, gender, et de la distinction entre sexe et genre. Alors notamment en psychiatrie, pour analyser, et ça c'est extrêmement important de le préciser, pour analyser ce qui à l'époque passe pour des pathologies de la sexuation, et principalement le transsexualisme et l'hermaphrodisme. Donc dans des visées de légitimation, de réassignation du sexe, John Monnet et Robert Stoller, ce sont les deux noms qui apparaissent souvent, enfin voilà, pour qui sont crédités cette invention du terme gender, du mot genre. Ils vont séparer les aspects biologiques et les aspects sociaux du sexe en élaborant, en identifiant ce qu'ils appellent l'identification psychologique, l'identité de genre ou gender identity. Mais on voit bien, il y a un intérêt qui est certain, qui est que la notion amène à la distinction entre féminité et masculinité et de l'autre côté, dimension biologique du sexe, mais on est encore sur une dimension très psychologique et identitaire, et je le disais avec l'objectif de réassigner, de faire correspondre le corps et les identités de genre. Donc il s'agit de remettre, dans ce moment-là historique, de remettre les corps en adéquation avec une norme sociale qui est binaire, mais sans remise en cause du tout, ni de ces normes, ni de la binarité. Alors la troisième étape va beaucoup plus nous concerner plus spécifiquement, puisque là on arrive dans le champ des sciences sociales. Alors il y avait déjà l'anthropologie tout à l'heure, bien évidemment, mais vraiment le moment des sciences sociales avec ce qu'on a appelé le moment féministe. Alors là, le terme de genre, ce mot, est pris comme un outil théorique et il va être mis au service, je viens de le dire, de la réflexion féministe, ancrée dans une dimension, déjà dès le début, fortement pluridisciplinaire. Et donc, dimension pluridisciplinaire, Thierry Dauxois le disait tout à l'heure, qui marque encore aujourd'hui les études de genre. C'est vraiment peut-être une particularité et quelque chose qui est extrêmement important dans la façon dont on avance, dont on réfléchit, dont on travaille. Donc s'opère là le passage de la dimension psychologique à la dimension sociale et culturelle, avec notamment une critique de la sociologie fonctionnaliste de l'époque qui reposait sur l'idée de complémentarité des rôles de sexe. Et notamment, c'est la sociologue Anne Oakley qui va inscrire cette réflexion dans la perspective du mouvement des femmes et qui va distinguer le mot sexe, qui alors fait référence aux différences biologiques entre mâle et femelle, et le mot genre, qui devient un terme qui renvoie à la culture et qui va concerner la classification sociale entre masculin, on pourrait dire viril aussi, on voit bien que quand on dit viril, il y a quelque chose de plus que de dire mâle biologiquement. Donc d'un côté mâle et femelle et de l'autre côté masculin et féminin. Donc on voit à cette étape-là de cette histoire du genre sur laquelle on est resté très longtemps, ce moment-là, des sciences sociales, comment le terme de genre permet la dénaturalisation et la mise au jour des dimensions construites des rôles, ainsi que la mise en évidence de la production des différences entre les sexes. Alors, à cette prise de conscience, cette prise en compte et cette prise de conscience des différences, tout de suite, dans ce mouvement, ce troisième mouvement, cette troisième étape, va être rajoutée l'analyse et la prise de conscience des rapports de pouvoir. Non seulement les garçons et les filles, les hommes et les femmes sont construits selon des rôles différents, mais ceux-ci sont ordonnés de façon hiérarchique et deviennent des systèmes de classement des uns et des autres, des unes et des autres. Et donc, on revient à l'historienne John Scott, dont je parlais tout à l'heure, qui donne une définition en 2 temps, qui est extrêmement utile, en fait, à avoir en tête.
et qui est toujours, voilà, qui est toujours très, très actuelle et voilà, heuristique. Elle écrit « Le genre est un élément constitutif des rapports sociaux, fondé sur les différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier les rapports de pouvoir. » Alors en France, effectivement, à cette époque-là, on n'emploie pas le terme genre en sciences sociales, mais plutôt celui de rapports sociaux de sexe. On va avoir toute une série d'enquêtes impulsées sur les inégalités, sur le travail gratuit exercé par les femmes dans l'espace domestique, etc. Donc tout un champ. Et si je le rappelle, c'est bien pour dire que, voilà, en sociologie en France, on travaillait déjà sur ces questions de rapports sociaux de sexe avant que n'arrive le terme genre et avant qu'on ait toute cette polémique des années autour voilà, dans les années 2000 et 2010. Et à l'époque aussi, c'est intéressant de le rappeler, il y a voilà, on souligne souvent une orientation différente prise entre les sciences sociales et les sciences humaines, notamment la littérature, que l'on pourrait en fait calquer sur la fracture entre féminisme universaliste et féminisme différentialiste. Mais même pour les sciences sociales, il est important de souligner, et c'est là où on va arriver au dernier temps de la définition et vraiment à ce qui est extrêmement contemporain dans les études de genre actuelles. Même pour les sciences sociales, la définition binaire entre sexe et genre n'est pas sans poser problème. Et là aussi, c'est Christine Delphy qui le souligne, voilà, assez vite. Elle écrit « En somme, donc dans cette définition de sexe biologique et de genre qui serait la mise en jeu sociale des individus voilà, dans l'espace social, dans la société, en somme, le genre serait un contenu et le sexe serait un contenant. » Et elle continue, dans les années 80, donc je la cite toujours, dans les années 80, et maintenant encore, le sexe est conceptualisé comme une division naturelle de l'humanité, la division mâle-femelle, division dans laquelle la société met son grain de sel. Elle dit, donc elle écrit, « C'était aussi ma vision, c'est de là que, comme tout le monde, je suis partie. C'était déjà une avancée considérable que de penser qu'il y avait, dans les différences de sexe, quelque chose qui n'était pas attribuable à la nature. » Donc effectivement, elle le reconnaît, avancée considérable, mais on voit dans ce propos qu'il y a quand même un endroit où ça bute, un endroit où ça coince. Et si on réfléchit, puis si on lit, enfin voilà, ces sociologues-là, aussi bien françaises qu'américaines, etc., on voit bien le problème. On voit comment une partition et une répartition des domaines de recherche vont se profiler derrière une telle définition. En fait, il y a l'idée que sur un socle biologique intangible, celui du sexe, celui de la différence entre les hommes et les femmes, qui apparaît comme une sorte de noyau fondamental, vont s'élaborer les jeux du social et le déploiement du genre. Alors effectivement, Christine Delphy le reconnaissait, la distinction entre sexe biologique et sexe social a aidé à interroger les stéréotypes et à remettre en cause les habitudes mentales. Mais elle a eu néanmoins d'autres conséquences, notamment dans la réitération, la répétition de cet invariant naturel. Et c'est aussi derrière, ce qui peut nous interroger, une reconduction des attributions entre les disciplines qui est menée, puisque aux sciences sociales et humaines, voilà, les sciences sociales et humaines peuvent s'intéresser au genre tant qu'elles laissent le sexe aux sciences dures, les plus légitimes dans l'espace académique. Et du coup, on comprend pourquoi, ce que je disais en introduction, le scandale, entre guillemets, de l'introduction de la notion de genre dans un manuel de biologie a fait tout cet émoi et a été remise en cause, alors que la notion de genre, la notion des inégalités, de la construction sociale, etc., existait déjà dans les manuels de sciences économiques et sociales sans aucun souci depuis des années. C'est effectivement qu'à partir des années 80 aux États-Unis et après les années 2000 en France, là aussi on pourrait s'interroger sur le temps que mettent certaines évolutions des concepts à traverser de l'Atlantique. Donc, à ces deux moments-là, va être interrogé, notamment dans le cadre d'une nouvelle histoire des sciences, cette suprématie d'un socle biologique évident, invariable, intangible, intouchable, etc. L'idée, l'interrogation, c'est de se demander si le naturel n'est pas lui-même le produit d'une invention. Et ça, c'est le titre d'un livre de Delphine Gardet et Ilana Lowy,
donc voilà, qui prend vraiment cette idée d'invention du naturel. Et elles écrivent « Nous devons toujours nous interroger sur les raisons pour lesquelles certaines catégories, aussi naturelles qu'elles soient, ont acquis cette qualité de catégorie naturelle. Le but, du coup, est alors de montrer comment le genre précède le sexe, et il s'agit là nullement d'un jeu de pensée. » Et là, je reprends Christine Delphi, qui écrit « Quand on met en correspondance le genre et le sexe, on compare du social à du naturel, ou est-ce qu'on compare du social avec encore du social? Cette fois, les représentations qu'une société donnée se fait de ce qu'est la biologie. » Alors, on le voit bien, hein, c'est toute une histoire des sciences qui se trouve réinterrogée afin de montrer combien, d'une part, la dichotomie entre masculin et féminin a été construite historiquement, de façon relativement récente, et comment les critères d'assignation d'un individu à telle ou telle catégorie de cette dichotomie peuvent être soumis, en fait, à questionnement. Là aussi, on parlait tout à l'heure de la dimension pluridisciplinaire des études de genre. Alors, bien évidemment que cette remise en cause de ces certitudes, je ne sais pas quel mot employer, de ces postulats n'a pu être possible que avec la collaboration et l'impulsion de chercheurs en SEE. Donc, juste pour en citer quelques noms, et bien évidemment, le problème de citer des noms, c'est qu'on en oublie tout un éventail, mais je vais quand même donner celles qui me viennent à l'esprit comme ça. Donc, Anne Fausto-Sterling, Joël Viels, Evelyne Père, Catherine Vidal, etc., etc. Alors, je vais donner 2 exemples de cette revisite de ce qui semble acquis quand les historiens et historiennes des sciences ou quand les biologistes s'en mêlent. La première chose, premier exemple que je pourrais donner, c'est la fameuse odyssée du spermatozoïde. Je veux dire par là la façon dont on raconte, dont on imagine la reproduction sexuée. Un spermatozoïde, dans sa petite tête de spermatozoïde, veut être le plus rapide, le plus courageux, le plus brave. Il va arriver le premier, va percer dans un champ lexical souvent proche de l'effraction, voire du viol, la membrane d'un ovule passif, et le verbe est récurrent quand on étudie, comme moi j'ai pu le faire, les encyclopédies sur le corps pour les enfants. Le verbe qui revient tout le temps pour l'ovule, c'est « il attend ». Voilà. Il ne bouge pas, il attend. Et donc Émilie Martin, qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre et science, appelle cette histoire-là, en fait, qu'on raconte aux enfants, le mythe de la Belle au bois dormant. Et donc, je viens de dire, je l'avais repéré de façon flagrante dans tout un corpus d'encyclopédies pour enfants sur le corps, qui se présentait comme scientifique. Or, la revisite par les biologistes, la revisite par les historiennes et historiens des sciences, montre bien comment les valeurs attribuées aux spermatozoïdes et à l'ovule sont dépendantes des valeurs du masculin et du féminin. Le spermatozoïde provient du corps masculin. Il est donc doté de la force, de l'ambition, de la compétition. L'ovule, quant à lui, comme le corps féminin qui le produit, est censé être passif. Or, les biologistes ont bien montré que ça ne se passe pas du tout comme cela. L'ovule se déplace, lentement certes, mais il se déplace, et il y a une collaboration entre ovule et spermatozoïde. Autre exemple de relecture, alors peut-être encore plus perturbante, ces biologistes défendent l'idée qu'on ne peut pas trouver de marqueur à l'état pur, prêt à l'emploi, pour identifier le sexe, qui est composé, donc selon elles et eux, de plusieurs indicateurs plus ou moins corrélés entre eux et dont la plupart sont des variables continues, susceptibles de degrés, que l'on va réduire pour obtenir une classification dichotomique. Alors par exemple, elles écrivent que les critères de détermination du sexe sont multiples, peuvent se fonder sur l'anatomie, sur les gonades, sur les hormones, sur l'ADN. Et qu'aucun de ces marqueurs ne permet de donner une définition sûre du sexe et que l'histoire des déterminations en montre justement le flou et les limites. Donc là, on voit bien comment on se retrouve face à une alternative qui est soit on classe les personnes pour lesquelles tous ces indicateurs ne coïncident pas dans les marges. On dit, bah voilà, c'est des exceptions qui confirment la règle, c'est marginal, etc.
soit on se demande si les marges ne sont pas là aussi pour interroger nos règles, nos normes et nos postulats. L'idée, en fait, de cette interrogation, de cette alternative que je viens de poser, c'est de se dire, si les données sont biologiques, et là, encore une fois, bien évidemment que ce sont des données biologiques, le travail par lequel elles vont être unifiées en un sexe féminin ou un sexe masculin est, lui, social. Donc, comme le montrent toutes ces autrices dont j'ai parlé, Anne Fosso-Serling, Joëlle Viels, etc., ce sont aussi par des opérations sociales que vont être colorées en bleu ou en rose, dans l'interprétation, les os, les cerveaux, les hormones, etc. Et donc, Anne Fosso-Serling, dans le livre « Corps en tout genre », qui est traduit en France en 2012, alors qu'il était sorti aux États-Unis en début 2000, écrit à propos, donc elle travaille, il y a tout un chapitre sur le cerveau, et elle écrit à propos des études qui voudraient voir dans les différences de corps calleux entre hommes et femmes un signe des compétences différentes des hommes et des femmes. Donc, elle regrette, je cite, que les savants ne se contentent pas de lire la nature pour y trouver des vérités à appliquer au monde social, mais qu'ils se servent de vérités issues de nos relations sociales pour structurer, lire et interpréter la nature. Alors, le problème aussi que pointent toutes ces historiennes et historiens des sciences et ces biologistes investis dans cette réflexion-là et ces interrogations-là, c'est aussi la façon dont sont relayées et vulgarisées les sciences. Et Odile Fillot, donc, qui anime un blog qui s'appelle Allodoxia, travaille ainsi sur, notamment, il y a plusieurs exemples dans son blog, où elle travaille sur le circuit d'une annonce scientifique, de la parution des résultats à l'annonce aux 20h, etc. Et comment on a toute une série de transformations, de transformations orientées par toutes ces valeurs autour du masculin et du féminin qui relèvent du social et absolument pas du biologique, etc. Donc là, on voit bien qu'on est sur un ébranlement de ce qui est longtemps passé pour le socle de l'humanité, à savoir la dualité des sexes. Et on peut même se dire que le vertige qui nous prend quand on commence à se dire « Waouh, c'est peut-être pas si évident que ça », c'est le signe même de l'articulation de toute notre société sur cet axe-là. Et on voit bien, du coup, si le partage entre deux sexes est pensé comme une opération sociale et historique, alors la définition même du genre s'en trouve modifiée. Non seulement, il n'est plus seulement justement le produit du travail de la société, mais il est le principe même de ce travail de la société. Pour le dire autrement, c'est plus seulement ce que disait Christine Delphi, elle dit les parties divisées, mais c'est le principe de partition. Et pour le dire encore autrement, en fait, si les genres au pluriel sont le résultat, c'est le résultat de ce travail de la société, le genre au singulier, ça désigne le système de division lui-même. Et donc, je reprends le propos de Christine Delphi, système de division hiérarchique de l'humanité en deux moitiés inégales. Donc là aussi, c'est intéressant de revenir à ce que je disais au début. Donc, à la fois, effectivement, ce procès, quand les études de genre se targuent de vouloir intégrer un manuel de biologie au lieu d'un manuel de sciences économico-sociales ou un manuel de littérature ou de philosophie, etc. Et puis également, ce procès qui est fait aux études de genre de vouloir nier les différences. Et là, on voit bien que l'idée, en fait, n'est pas de nier les différences, mais au contraire de se demander pourquoi une différence, la différence, devient le système de classement de tous les individus en deux catégories. Alors, si on résume un petit peu tout ce que je viens de dire, pour finir le premier temps qui était plus sur toutes ces histoires de définition, on se retrouve en fait avec quatre principes qui vont permettre de rassembler un petit peu tout ce que je viens de dire. Que j'ai repris aussi au manuel d'études de genre dont je parlais tout à l'heure, écrit par Bérénice, Chauvin, Jaunet et Chevillard, et qui postule en fait 4 grands axes. Premier axe, c'est l'adoption d'une posture constructiviste. Alors, la posture constructiviste, ça va revenir un peu dans cette étape des définitions que je rappelais. Le but est la rupture avec l'essentialisme.
L'idée, donc qui est rappelée, qui est réitérée dans chaque travail qu'on peut faire, c'est que le genre est une construction sociale dont les élaborations vont varier selon les époques et selon les lieux. Il n'y a pas d'essence de la féminité, ni d'ailleurs de la masculinité, mais un apprentissage tout au long de la vie des comportements sociaux, socialement attendus d'une femme ou d'un homme. Donc ça, c'est vraiment la posture fondamentale en fait des sciences sociales travaillant sur le genre. Le deuxième principe qui est aussi extrêmement important à avoir en tête et à toujours se rappeler quand on travaille très concrètement sur des sujets empiriques dans ce champ d'études-là, c'est l'adoption nécessaire d'une perspective relationnelle. C'est contre l'idée, alors qui est souvent encore galvaudée ou les a priori, les préconçus, les notions préconçues qu'on peut avoir, l'idée que les études de genre ne se déclineraient qu'au féminin et ne prendraient comme objet d'étude que les femmes. Au contraire, si on se réfère à ce que je viens de dire, non plus travailler sur les genres, mais sur le genre, il s'agit de réfléchir, donc d'une part sur les genres, les différents pôles qu'on peut identifier, et puis surtout sur le genre comme système au sein duquel vont s'élaborer le masculin et le féminin, produit donc d'un rapport social. La troisième dimension, j'en ai déjà parlé aussi, et donc là encore une fois, le but c'est de rassembler un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est l'existence d'un rapport de pouvoir, d'une asymétrie, d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de montrer la construction des différences, mais combien ces différences sont classées et sont classantes, tant matériellement, alors ça va être tous les travaux sur la distribution des places, sur l'assignation des rôles, sur les métiers, etc., que symboliquement, donc là, tous les travaux qui vont réfléchir sur les systèmes de représentation, sur les valeurs, etc. Donc là arrive toute la littérature sur les concepts de patriarcat, de valence différentielle des sexes, de domination masculine, qui expriment, alors chacun ou chacune, avec leurs termes ou avec leur système, ou leur discipline, tout simplement, qui vont exprimer la valorisation systématique du masculin au détriment du féminin. Et là aussi, je pense qu'il faut être clair aussi pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de confusion. Le rapport de domination, donc cette domination masculine, valence différentielle des sexes, patriarcat, etc., quand on réfléchit en termes de genre comme un système, on comprend que cette domination peut être pensée non seulement des hommes, elle ne concerne pas seulement les hommes sur les femmes. La dualité féminin-masculin, serait du coup en soi oppressive, puisqu'elle assigne à chacun et chacune à une des deux catégories. Mais cette domination masculine, on comprend combien elle s'exerce aussi sur les garçons, qui sont obligés de faire preuve de virilité, dominés eux-mêmes qu'ils sont par les principes de leur domination. Et ça, quand je parlais du travail que j'avais fait sur les encyclopédies pour enfants, c'était quelque chose qui était extrêmement visible, cette imposition des garçons à la domination masculine. Et puis le dernier point, c'est l'intersectionnalité. Alors voilà, mot sulfureux s'il en est en ce moment. Intersectionnalité qui est extrêmement importante aussi à défendre dans ces études sur les études de genre, l'idée c'est qu'il est impossible de réfléchir sur le genre en isolant les autres caractéristiques des individus ou du groupe en termes de classe sociale, d'âge, de race et de sexualité. En fait, pour plagier un peu Simone de Beauvoir, ça serait « on ne naît pas seulement femme, on ne naît pas seulement homme », etc. Alors, j'en ai fini pour mon premier temps, j'ai peut-être été un peu trop longue, mais deuxième temps, c'est Et l'ENS de Lyon dans tout cela, qu'est-ce qu'on peut, comment parler aujourd'hui de tout ce qui s'est fait et ce qui se fait encore dans les études de genre ici. Alors, bien évidemment, je le disais, reprendre la place des études de genre à l'ENS de Lyon, ça revient aussi à reprendre cette histoire du concept. Ça oblige d'abord à rompre avec l'impression de nouveauté du champ, telle qu'elle a pu être justement racontée dans les médias, avec le spectre d'une invasion d'un concept anglo-saxon, plus spécifiquement états-unien, donc ce fameux genre, gender, et à l'époque, j'avais même entendu le gender.
Donc bien évidemment, les sociologues, les historiennes, les historiens, les littéraires, les linguistes, les philosophes travaillent depuis des décennies sur les inégalités, les stéréotypes et les dominations, et ces implications concrètes, symboliques, de la répartition de l'humanité en deux classes distinctes et hiérarchisées. Donc on le rappelait tout à l'heure, moi je suis arrivée à l'ENS de Lyon en février 2001, donc il y a tout pile 20 ans. Alors je n'ai pas connu Fontenay ni comme enseignante ni comme élève. Et c'est presque par hasard que j'ai découvert qu'une des autrices qui m'avait ouvert la voie avec un E et puis aussi la voie avec un X, Michel Ledeuf, avait été élève à Fontenay-aux-Roses, dont il ne faut pas oublier qu'elle fut créée en 1880 et qu'elle était alors un établissement d'enseignement supérieur réservé aux filles et destiné à la formation des enseignantes des écoles normales primaires qui formaient les institutrices. Alors c'est assez émouvant pour moi de rappeler ça, sachant que justement une grande partie de mon dernier livre qu'a présenté Thierry, Nos mères, est consacrée à une promotion de l'école normale des filles de Douai, la promotion 61-65, dont les enseignantes venaient de Fontenay-aux-Roses. Et dans mes recherches pour retrouver les anciennes élèves de cette promotion, j'ai trouvé une des élèves qui, après l'ENF, donc l'école normale des filles, ne devient pas institutrice, mais continue ses études à l'école normale de Nancy et intègre Fontenay-aux-Roses en 1965. C'est grâce à l'association des anciennes élèves, et je voudrais remercier vraiment Daniel Roger et Christine Debuzon pour ce miracle d'enquête qu'elles ont permis, mais c'est grâce à cette association que j'ai pu retrouver la trace d'Annie Boitel et apprendre qu'en 1964, à l'école normale de Nancy, elle avait rencontré son futur mari. Ce futur mari avait été normalien à l'école normale d'instituteurs de Montigny-les-Metz. Il a continué à l'EN de Nancy et il avait intégré Saint-Cloud. Ce que je ne savais pas, c'est que je le connaissais. Je l'avais croisé plusieurs années dans les couloirs de l'ENS de Lyon, sur la passerelle, dans les jardins, à la cantine, dans les réunions, sans savoir qu'il était relié à mes recherches, puisqu'il s'agit de Paul Arnoux, qui était donc professeur de géographie. Et comme celui-ci me dira dans un message, on ne connaît jamais assez ses collègues. Donc revenons à Michel Ledeuf, qui était donc élève de Fontenay et qui était ensuite maîtresse de conférences en philosophie à Fontenay-Saint-Cloud. Deux de ses livres ont été extrêmement importants pour moi et pour les études de genre en général. Je vais les citer, ils sont dans la bibliographie qui est en ressources. L'étude et le rouet, publié en 89, et puis Le sexe du savoir, publié en 98. Elle y démontre magistralement l'effacement des femmes du champ du savoir. Et ces deux livres restent terriblement d'actualité. Michel Ledeuf constate effectivement dans ces deux ouvrages l'exclusion des femmes de la philosophie, puisque c'est le champ duquel elle parle, mais également dans Le sexe du savoir de la science. Elle dit que cette exclusion se joue en 3 manches, en 3 points. Le premier procédé, c'est l'interdiction à exister. Comme philosophe, comme scientifique, comme autrice, et la liste pourrait être déclinée à l'envi. Par exemple, toutes les séries de lois qui ont interdit l'accès des femmes à l'instruction ou à telle ou telle filière ou établissement. Si elles existent, envers et malgré tout, arrive le deuxième procédé qui est le déni de réalité. Le déni de réalité, c'est de dire non, il n'y a pas eu de femmes artistes, il n'y a pas eu de femmes philosophes, il n'y a pas eu de femmes scientifiques. Et c'est ainsi que s'effacent les femmes des encyclopédies, des musées, etc., etc. Et puis, troisième et ultime éradication, le déni de valeur. Elles ne sont pas de bonnes artistes. Alors effectivement, le constat, je le disais, est terriblement actuel et on pourrait soupirer à la litanie des chiffres qui, enquête après enquête, par exemple dans les rapports publiés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, en collaboration avec le Laboratoire de l'égalité et le mouvement HF, témoignent de la persistance de cette absence des femmes. Donc j'ai mis juste, je vais vous montrer juste quelques exemples, hein, sans forcément les commenter. Mais on voit bien effectivement, hein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors ils datent ces chiffres-là de 2017, où le rapport de la SACD titré après 5 ans d'études, où sont les femmes dans la culture? Toujours pas là. Donc vous avez à la fois la proportion de femmes sur donc de compositrices, de librettrices, d'autrices de théâtre, de metteuses en scène, de chorégraphes dans le corpus qui avait été étudié. Alors que, c'est important de le préciser, 52% des étudiants des écoles de l'enseignement supérieur culture en spectacle vivant sont des étudiantes.
Et puis la deuxième série de chiffres n'est guère plus réjouissante, puisque elle montre comment, au poste de direction de la même façon, la part des femmes à la tête des lieux de création et de diffusion du spectacle vivant subventionnés par le ministère de la Culture quand même, est la suivante, je vais dire juste un chiffre, 0%, donc en 2017, 0% dans les théâtres nationaux, 13% dans les centres chorégraphiques nationaux, etc., etc. Donc, le déni d'existence, on le voit, est toujours réel. Déni de réalité, de même extrêmement efficace, et Michel Ledeuf le soulignait, donc là je la cite, « Naturellement, l'enseignement de l'histoire à l'école vous aura caché l'épopée de la conquête du droit de vote et les 1000 efforts pour créer une scolarisation. Vous allez passer un temps fou à trouver trace de ces aïeules agissantes qui vous ont fait être ce que vous êtes. » Et Michel Ledeuf le souligne, « Avant de connaître, il faut reconnaître. » Et c'est pour ça que je disais, voilà, ouvrir la voie avec un E et ouvrir la voie avec un X, elle le souligne, voilà, pour parler, pour faire ses recherches dans ce champ-là, il faut aussi se sentir autorisé et il faut avoir eu des exemples. Dernier déni, le troisième, c'était le déni de valeur. Là aussi, sans s'attarder sur les chiffres, il est toujours flagrant. Il suffit de regarder la part des prix, des palmes accordées aux femmes, où on voit à chaque fois, alors effectivement, je vais pas redonner des chiffres, mais il y a cette importance de le souligner à chaque fois, puisque Laurie Saint-Martin écrit « Il faut compter pour que les femmes comptent ». Cette invisibilisation des femmes a des effets réels, et là aussi on peut rappeler l'analyse que fait Michel Ledeuf de la Cité des Dames, où Christine de Pisan se met en scène, persuadée à la longue du bien fondé des écrits misogynes, jusqu'à ce que la raison, avec un R majuscule, vienne la remettre sur le droit chemin de la pensée, en lui montrant combien son jugement a cédé face à l'argument d'autorité et à la collusion des hommes illustres. D'où la commande passée par la raison à Christine de construire une cité peuplée de femmes dignes, et elle écrit, afin de nous doter d'une place forte dans l'imaginaire. Alors l'enjeu, bien évidemment, je l'ai dit, est de rendre aux femmes des possibilités d'identification, mais aussi de lutter, écrit Michel Ledeuf, contre les fantasmes d'omnipotence des hommes, qui toujours se voient en haut des affiches et des organigrammes, dans une pensée en termes de système de genre, où féminin et masculin doivent être pensés, comme je le disais tout à l'heure, en termes de construction, mais de relation. Et elle écrit, Michel Ledeuf, « Tout sujet est pris dans un réseau imaginaire de représentation de soi, d'autorisation ou d'inhibition, plus prépondérant que les conditions seulement intellectuelles de la pensée. Et l'excès produit l'errance autant que le trop peu. » Et comme le dit Michel Ledeuf, et c'est aussi pour ça que je vous encourage à lire ses écrits, parce qu'il y a aussi un humour extrêmement fort dans ses écrits, elle dit « Force est de dire qu'il serait temps de s'énerver un peu ». Donc là aussi, je pourrais citer aussi tous les travaux d'Anne-Marie Sonn, aussi qui a été historienne et professeure à l'ENS de Lyon jusqu'à la retraite, et qui montre aussi cette évolution, comme je le parlais, de ces études de genre, puisque Anne-Marie Sonn a été une des premières à travailler sur l'histoire des hommes, cette construction qui dit « Tu seras un homme, mon fils ». Et là aussi, de lui substituer on ne naît pas homme, on le devient. Et là aussi, vous trouverez ces livres dans la biblio qui est ajoutée en référence. Donc, on voit comment l'interrogation se déplace de la place des femmes au genre comme système. Et c'est le dernier mouvement, en fait, que j'avais montré dans la première partie et qui a été extrêmement confirmé à l'ENS de Lyon cette dernière décennie. Par exemple, grâce au travail de Pascal Barthélémy et de Claude Gauthier, le premier congrès des études de genre en 2014, et même si le fait de savoir si le congrès était le premier ou pas, n'est en fait pas le plus important. Là aussi, les travaux de Michel Ledeuf ou de Delphine Naudier sur les romancières ou de Brigitte Rollet sur le cinéma et les réalisatrices nous invitent à la prudence. Est-ce que ce qui est important, c'est l'exceptionnalité? C'est se dire avoir eu le premier ou la première, qui peut aussi agir comme un déni d'antériorité, comme une façon d'effacer l'histoire, et puis aussi surtout comme une façon de ne pas s'interroger sur l'existence de la deuxième, du troisième, du quatrième, etc. Ou est-ce que ce qui compte, en fait, outre ce congrès, effectivement fondateur, c'est aussi le fait que plusieurs des laboratoires aient des axes transversaux consacrés au genre, je pense au LARA, à Triangle, au Centre Max Weber, à l'IRIM, ou des ateliers, en fait, de réflexion sur cette notion-là.
le fait que nombreux sont aujourd'hui les enseignements qui y sont consacrés, alors peut-être de façon dispersée et morcelée, et ça aussi, ça peut être des pistes de réflexion. Le fait aussi que de nombreux laboratoires juniors aient consacré leurs travaux à cette question, de façon centrale ou pas. Je vais citer le laboratoire GENER, le laboratoire théorie et performance des genres, corps ordonnés ou encore altérité, marginalité, catégorisation. Le fait qu'il y ait eu une exposition l'année dernière, 24 héroïnes électriques consacrées à ces femmes importantes et souvent effacées en fait des histoires. Le fait que ENS Éditions publie régulièrement des titres consacrés au genre et sans compter bien évidemment le travail des associations extrêmement importantes à l'ENS de Lyon. Donc après les Simone, les Salopettes, Arc-en-Ciel, etc. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais terminer mon propos. Nous sommes ici dans une école où, on le répète assez, on forme à la recherche par la recherche. On oublie parfois, cependant, il me semble, combien nous, enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, on apprend aussi de cette formation à la recherche, qui agit finalement sur nous comme une formation continue. Je prendrai juste quelques exemples qui me marquent, qui m'ont fait changer en ces 20 ans comme enseignante et comme chercheuse. Et à ce titre, la prise de conscience que j'évoquais dans le titre de ma conférence, c'est également la mienne. Et j'imagine que c'est aussi celle de beaucoup de collègues qui travaillent et enseignent sur ces questions ici à l'ENS de Lyon. J'évoquerai une fin de cours il y a environ 15 ans, où une étudiante qui est aujourd'hui chargée de recherche au CNRS me demande pourquoi, alors que j'avais fait un cours sur les stéréotypes, j'ai commencé mon cours par « Je ne suis pas féministe, mais ». C'est grâce à elle, grâce à celles et ceux qui ont suivi, grâce aux lectures que j'ai pu faire, que j'ai effectivement réfléchi à ce mythe d'une posture savante, détachée de l'engagement, à ce mythe d'une objectivité, garantie entre autres par l'effacement du pronom « je », auquel s'oppose au contraire dans les études féministes, dans les études de genre, la réflexion et la réflexivité du point de vue situé. Donc voilà, et Michel Ledeuf l'écrivait déjà, elle dit « Cherchons donc où nous sommes dans ce que nous pensons, ou encore tâchons de cerner en quoi ce que nous pensons nous concerne. » Et elle précise « Même si toute notre formation académique va au rebours d'un tel projet. » Alors je ne dirais plus aujourd'hui « Je ne suis pas féministe, mais au contraire, qu'on peut être féministe et faire une science rigoureuse et défendre un savoir engagé, et que c'est peut-être justement quand on assume ces engagements qu'on sera plus vigilant à la rigueur des procédures qu'on met en place. Dans cette formation continue par et grâce aux étudiantes et étudiants, je citerai également les interrogations partagées en cours, dans mes cours, sur des termes et l'apprentissage que j'en ai grâce à eux. Alors il s'agit bien évidemment de la remise en cause du masculin neutre dans les façons de penser, de parler et d'écrire. Toute cette conférence aura d'ailleurs été prononcée en parole inclusive, donc j'espère vous avoir convaincu que cette parole est possible sans que les oreilles saignent. Et aujourd'hui, donc cette remise en cause, ces interrogations et cet apprentissage que j'en ai aussi auprès d'eux, la remise en cause dans l'écriture, les façons de penser de la binarité et cette interrogation continue des cadres et des normes de pensée, ces façons de faire de la science, de faire de la recherche, auxquelles moi aussi j'ai été socialisée au siècle dernier. Car c'est aussi cela, pour moi, travailler sur le genre. Il ne s'agit pas seulement de rajouter une colonne à des tableaux statistiques, un chapitre à nos histoires des arts, de la littérature ou des sciences, mais c'est aussi s'interroger sur nos routines, sur nos évidences, sur nos définitions avec une majuscule du savoir, de la science, de l'universel, sans que cela veuille dire tomber dans un relativisme absolu. Alors j'ai beaucoup évoqué Michel Ledeuf et je terminerai encore avec elle, en livrant dans l'étude et le rouet la description pour elle de ce que serait cette recherche vivante, toujours en mouvement, toujours en discussion, description dont j'aimerais justement qu'elle soit une description de notre école pour les 20 ans à venir, même si les métaphores prennent un accent particulier en cette période de crise sanitaire. Elle écrit « Laissez-moi imaginer qu'il y a un style de pensée qui ressemble à un grand port, où se rencontrent des équipages venus des 4 coins du monde, où les paroles s'entrecroisent en des langues diverses et où, au fond des bars, chacun sait que tous les ports du monde communiquent et que c'est pour cela qu'il y a des ports. » Voilà. Je vous remercie. Une question peut-être. En quoi l'écriture inclusive vous semble être une solution à l'invisibilisation des femmes? Quelles en sont les limites?
Alors, en fait, oui, donc justement, je finissais mon propos sur cette importance pour moi de l'écriture inclusive ou de la façon de parler. Voilà, j'ai toujours dit les étudiantes et les étudiants, les chercheuses et les chercheurs. Alors, pour moi, elle est nécessaire pour justement ouvrir, comme je disais tout à l'heure, les possibilités d'identification et qu'il n'y ait pas de système d'exclusion des unes et des autres. Alors c'est vrai que, comme je disais, moi j'ai été socialisée, voilà, j'étais socialisée dans mes études à un moment où on ne parlait pas en écriture inclusive. J'ai toujours entendu au masculin. À l'époque, ça ne me choquait pas. Et aujourd'hui, quand j'entends voilà, une parole uniquement au masculin, elle me choque. Et comme je disais, c'est pas compliqué, en fait. Il y a des variations différentes. Si on veut pas aller jusqu'à mettre le point médian E ou inventer toute une langue comme c'est en train de se passer, on peut se contenter de ce que je viens de faire à l'oral, qui est parfois plus facile à l'oral, de dire, voilà, étudiante et étudiant, enseignante et enseignant. Donc, voilà, souvent on parle de l'écriture inclusive comme si c'était la fin de notre langue. Et là aussi, on revient un peu à la citation de Delphi que je disais tout au début, cette idée que tout partirait à volo. D'une part, il y a des façons très différentes de le faire et d'autre part, il y a un enjeu très fort. Et quand je faisais cette petite anecdote sur les oreilles qui saignent, il faut pas oublier aussi qu'il y a eu beaucoup de termes effacés qui existaient. Autrice, j'ai dit autrice tout au long de ma conférence, c'est un terme qui existait. Si aujourd'hui il peut choquer, c'est parce qu'on en a perdu l'habitude. Et peut-être que moi, il y a 10 ans, quand je commençais à dire autrice, quand je le disais, je me rendais compte du mot que je disais. Aujourd'hui, voilà, quand je vois autrice, ou que je dis autrice, ça coule comme de l'eau de source. Alors, je crois qu'on a le temps pour une deuxième question. Merci pour cette réponse. Pourquoi pensez-vous que l'on assimile dans une majorité des cas les études de genre au féminin ou au transgenre, etc. Alors, en fait, féminin et transgenre, ça serait pas pareil, mais c'est ce que je disais au début. C'est aussi lié à l'histoire des études de genre. Si les études de genre, voilà, au début, effectivement, ça a été des études sur les femmes. Voilà, il y avait un tel travail à faire dans le sens où elles étaient tellement, voilà, elles étaient tellement oubliées, tellement dans le point mort du rétroviseur, comme le dit une sociologue qui s'appelle Danielle Kergoat, qui avait travaillé sur les ouvrières. Et elle disait, voilà, toutes les études de sociologie sur les ouvriers ne se rendaient pas compte que une ouvrière, c'est pas un ouvrier comme les autres, en fait. Et je pense que, voilà, sur quand le nombre d'études aujourd'hui ou de préoccupations aujourd'hui sur les études trans, c'est aussi parce que cette norme de la binarité, elle a pesé avec une telle force, une telle rigueur et de tels effets qu'à un moment, il faut secouer les choses. Donc, il y a un bénéfice, en fait, à mettre ces études-là, enfin, un bénéfice épistémologique et scientifique, à mettre ces études-là sur le devant de la scène. Alors, bien évidemment que, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un champ de recherche concerné par les études de genre qui se limite pas à ces deux, aux femmes ou aux études trans. Alors, une toute dernière, je crois qu'on a encore 2 minutes. Vous avez évoqué le fait que la dimension de la vie sociale apparaît tellement naturelle, ancrée dans les inconscients, qu'elle semble aller de soi, au point de n'être souvent même pas aperçue comme telle. Est-ce que vous pourriez donner un ou des exemples ? Enfin, un en l'occurrence, Jultamine. Oui, alors en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette force de la socialisation. Quand on parle, tout à l'heure, je parlais des travaux de Margaret Mead sur les caractères. Et là aussi, quand je dis la force de la socialisation, alors j'ai dit à plusieurs reprises que moi aussi j'avais été socialisée à une certaine forme de recherche, etc. Moi aussi j'ai été socialisée comme petite fille, élevée comme une petite fille, etc. Donc c'est bien évidemment, le but n'est pas que les sociologues se mettent au-dessus de la mêlée et de juger les socialisations, enfin les réactions des uns et des autres. Mais c'est par exemple se reprendre chacun soi-même par rapport à soi ou par rapport aux gens qui nous entourent ou aux enfants, si on peut avoir des enfants, si on côtoie des enfants, même ces pensées qu'on peut avoir de dire « Ah ouais, mais ça se fait pas pour une fille, ça se fait pas pour un garçon. » Et c'est pour, dans les attitudes, dans les façons de s'habiller, dans ce
pourquoi on se projette. Ah, mais ça, je serais jamais capable de le faire. Voilà. Pourquoi on pense ça? Voilà. Donc c'est un exemple tout bête et encore une fois, le but est vraiment pas de se mettre en dehors de la mêlée, mais de s'étudier soi-même aussi dans la mise en jeu perpétuelle de la force de cette socialisation-là, qui fait qu'on est modelé à l'idée que ah non, une fille, elle va pas se tenir comme ça. Un garçon, faut pas qu'il pleure. Mais ça, non, mais ça, jamais je serais capable d'avoir ce poste-là. C'est trop haut pour moi. Donc je donne juste des petits exemples comme ça, mais voilà, on voit l'application multiple de cette socialisation-là et de ces stéréotypes-là. Merci, il est 15h. Merci beaucoup.